Radio, télé, balado, vidéo. Savoir et comprendre. Cube. Salut tout le monde. On est ensemble jusqu'à 11h. Rémi Villemur avec Cybèle Olivier aux commandes. Salut Cybèle. Salut Rémi. Comment ça va? Ça va super bien. As-tu mis ton casque aujourd'hui? Non, j'ai pas pensé. Pourquoi je devrais mettre mon casque? Parce qu'il va glisser. Puis il faut mettre un casque. Ça va glisser dehors. Il va glisser dehors. Puis là, maintenant, on se promène avec des casques. Non, tout le monde va comprendre vers 9h50. On va vous présenter le règlement le plus niaiseux de l'histoire de tous les règlements. Puis ça fait déjà, 2000 ans là, que Jésus-Christ est né. C'est vraiment le règlement le plus niaiseux. Soyez patients. Vers 10h, on va parler évidemment de la controverse entourant le Parti libéral du Québec. Il y a des détails ce matin. La une du Journal de Montréal, des enveloppes de 500 $ qui auraient été distribuées dans une soirée de financement. Puis ce qui est intriguant, Cybèle, c'est que c'est la personne qui était aux commandes de tout cet exercice-là qui s'est comme dénoncé aux journalistes du Journal de Montréal, en tout cas sous le couvert de l'anonymat, évidemment. Mais c'est quoi? C'est peut-être que dans les derniers jours, elle a réalisé que c'était peut-être mieux de collaborer d'une certaine façon. Qu'elle comprenait peut-être pas bien les règles électorales, je sais pas trop. Fait que ouais, ça donne toute une ce matin. Je suis allée voir justement Jean-Louis en arrivant. Je disais, hey, encore une fois, vous arrêtez pas, hein? Puis chaque jour qui presque, depuis 3 semaines, plus que ça. Ouais, ça a commencé le 19 novembre, toute cette histoire-là. C'est ça. Fait qu'à chaque jour, j'ouvre la porte, Jean-Louis est là. Moi, Jean-Louis Fortin. Oui, Jean-Louis Fortin, le directeur du bureau d'enquête à Québécois. Donc, on parle à Antoine, je l'ai dit, Robitaille tout à l'heure vers 10h, c'est le gars le plus renseigné à l'Assemblée nationale. On va parler de beau et de lait et de Montréal, parce que Montréal est une ville qui est capable de tout, du beau et du lait. On va commencer dans quelques instants avec quelqu'un qui va nous présenter la partie peut-être un peu plus laide de Montréal, mais je vous le promets, vers 10h30, on parle avec un architecte qui a des idées de grandeur pour Montréal. Comment ça va, la boniche? Attends. Ça va très bien, espèce d'aigrefin. Tu fais ta bosse des bécosses? Non. Je suis pas ton chien de poche, je parle même pas de même, Rémi. Ouais, tu fais ton shame on you, Tigus. Bon, ding et dong qui me parle. On vous explique d'où ça vient, tout ça. Il y a un index à l'Assemblée nationale. On peut pas parler comme on veut, hein? Donc, il y a un index. Ça veut dire une liste de mots qu'on ne peut pas utiliser, qui ont été utilisés une fois de temps en temps, puis la présidente ou le président de l'Assemblée nationale a dit non, ça va aller à l'index. Il s'est rendu 418 mots. Hey, le ticoun, je le sais, j'ai lu le même article que toi. Ah oui, c'est beau, ma Marie-Antoinette des pauvres. Ah oui. On va vous en nommer une couple. Incapable, on peut pas dire incapable à l'Assemblée nationale. C'est un propos non parlementaire. Niaiser. Tu dis arrêtez de niaiser, là. Ça se dit pas, ça, cette affaire-là. Madame la présidente! Bonhomme 7 heures en parlant du premier ministre, Boniche, Boss des Bécosses, Boucher de Charlebourg, Ding et Dong. Goon. Goon, toi-même, deux de pique. Hurlu-berlu. Ouais. Non, mais il y a des mots là-dedans, tu te dis. Nono, c'est pas pire, ça. Ça, c'est cute, Nono. Nono. C'est pas trop. On a vu pire. Ben ouais, peddler, tapis de porte. Yes, man. Tête de slinky. Ça, c'est. Je sais pas qui avait dit ça. Je suis comme divisé, parce que c'est-à-dire qu'il y a des mots, tu te dis, comment ça se fait qu'ils ont utilisé ça pour vrai? Tu sais, tête de slinky, ça vient d'où, ça? En même temps, j'ai pas envie de l'interdire. Incapable. Et ça, c'est un peu dommage parce que ça peut se mettre dans un contexte quand même incapable. Vous êtes incapable de faire ça. Là, tu peux... C'est Jean Charest qui avait traité Stéphane Bédard de tête de slinky en 2010. Jean Charest, il était pas pire. Moi, je m'ennuie pas de Jean Charest, mais il y a une affaire, par contre, que tout le monde me raconte tout le temps, dont Antoine Robitaille tantôt. C'était le gars le plus drôle à l'Assemblée nationale. Il était drôle. À chaque année, il faisait des discours. T'as une minute. Lucky Luke de Twitter. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que t'es rapide sur ton tweet? Ben, ça veut dire, mettons, que t'es à l'Assemblée nationale puis que tu prends la parole puis tu dis « Hey, je vous ai vu faire ça. » Tu dis « Hey, vous autres, là, vous êtes le Lucky Luke de Twitter, là, mais là, on fait les vraies affaires. » Hey, on a commencé hier, Cybèle, avec des bonnes nouvelles. Je l'ai dit, à chaque jour, je vais vous donner 5 bonnes nouvelles de l'année 2025 parce que c'est facile d'arriver au mois de décembre puis de se dire « Encore une fois, ça a été déprimant. Il y a la faim dans le monde, il y a l'insécurité, il y a ta. » Tout cela est vrai, mais on peut regarder, je sais pas, le monde et la vie d'une autre façon. Première bonne nouvelle, êtes-vous prêts? Oui. Yes. OK, donc ça, c'est CTV News, c'est hier, je vous le jure, c'est pas moi qui ai inventé ça, ça s'invente même pas. Il y a une étude de l'Université de Toronto, OK, qui s'est penchée sur le comportement de 2000 jeunes à travers le Canada, et elle s'est rendue compte de quoi, cette étude-là? Que les jeunes du Québec étaient plus heureux que les jeunes du Canada. Pourquoi? Parce que, alors là, encore une fois, les gens me connaissent, là, je parle beaucoup de langue, de culture, mais c'est pas moi qui ai trouvé ces raisons-là. L'étude retient la langue et la culture comme des facteurs de fierté et donc de bonheur. Ce que l'étude dit, c'est que et c'est surtout les jeunes de l'extérieur de Montréal, quel hasard, ils sont fiers d'être québécois, ils sont fiers d'une langue, ils
quelque chose à affirmer et à revendiquer. Alors qu'au Canada, on cherche une identité et c'est pas négligeable. Ça fait partie du bonheur de quelqu'un. C'est pas tout ce qui définit le bonheur. Si tu es fier d'être québécois, tu as fait la moitié du chemin. Peut-être qu'on se comprend mieux parce qu'on est capable de mettre le doigt précisément sur ce qui nous rend fiers, ce qui nous rend fiers de partager aussi avec nos proches, alors que peut-être que ça se dilue un peu dans le Canada anglais, étant donné que c'est plein d'identités sous une seule et même langue. Exactement. Donc, tu cherches un sens à ta vie, tu cherches un sens à ta citoyenneté. Tu te dis, t'es Canadien, tu te dis, mais j'écoute de la télévision en anglais, mais c'est de la télévision américaine, j'écoute de la musique américaine, quand je trippe sur Taylor Swift, qu'est-ce que je suis? Ça fait en sorte qu'il y a une partie de ton bonheur que tu ne réussis pas à aller chercher là-dedans. Ça ne s'invente pas. On rappelle les numéros si les gens veulent nous écrire. Oui, 1-877-827-2346. Vous êtes encore une fois invité à nous dire, vous aussi, ce qui vous fait plaisir, les nouvelles qui vous ont rendu heureux, qui sont des bonnes nouvelles pour vous sous vos yeux. 1-877-827-2346. Vous pouvez nous appeler aussi en tout temps dans l'émission. Deuxième bonne nouvelle. Donc hier, on a beaucoup parlé du Mont-Sainte-Anne. C'est une montagne mythique dans la région de Québec qui est prise avec des problèmes de négligence parce qu'il y a à peu près, en 1994, Daniel Johnson, premier ministre du Québec, avait accordé à une entreprise canadienne de l'Alberta, RCR, un contrat de 99 ans sans condition pour gérer la montagne. Qu'est-ce qui est arrivé? Cette entreprise-là a négligé et là, la montagne perd de son lustre depuis des années. Puis on se demandait toute la journée hier, puis la bonne nouvelle s'en vient, qu'est-ce qu'on peut faire avec une montagne québécoise qui représente la beauté du Québec quand elle est entre les mains d'intérêts étrangers? Eh bien, hier, ça ne s'invente pas. Le village de Mont-Tremblant a été vendu à des intérêts québécois. Oui. Parce que le village de Mont-Tremblant appartenait à des Américains qui avaient mis le village de Mont-Tremblant en vente pour la modique somme de 100 millions. 100 millions de dollars. Donc, 100 millions de dollars, on a dit, on essaie de vendre ça. Ça a été compliqué. Et là, tout indique que ça a été vendu donc à des Québécois pour 95 millions de dollars. Monsieur Quint, Yann Quint. Yann Quint. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. On prend un beau joyau du Québec, un bijou géographique, et on se le réapproprie. Et c'est pas juste la question de est-ce que c'est mieux d'être dans les mains des Québécois ou dans les mains des Américains. C'est que quand c'est ton territoire, tu t'en occupes forcément mieux. Et c'est pas les autres qui s'occupent juste mal de nous. Moi, si j'achetais une tour à immeuble à Taïwan et si j'en avais une à Montréal, je pense que je m'assurerais que celle à Montréal est un peu plus en santé. Parce que, premièrement, j'ai l'occasion d'aller la fréquenter plus souvent. Ça. Deuxièmement, si je suis quelqu'un de connu puis que je m'en vais à l'épicerie, je peux me faire remarquer, alors qu'à Taïwan, je suis un inconnu. Tes proches pourraient passer devant ta tour puis te dire « Ouais, ça fait dur, lever le mur. » Ouais, puis je sais pas, me traiter de tête de slinky aussi. Tiens, un coup parti. C'est honteux! Ça en fait partie aussi du vocabulaire qu'on peut pas dire. C'est honteux. T'es incapable. Hey, une autre bonne nouvelle, c'est arrivé ça au mois de... c'est cet été. La nouvelle PDG d'Hydro-Québec veut des employés déraisonnables. Donc, je rappelle un peu le contexte. Claudine Bouchard est nommée à la tête d'Hydro-Québec. Premièrement, juste elle, son parcours en soi, c'est formidable. Elle a commencé au bas de l'échelle. Ouais. Elle a monté tous les grades de l'entreprise pour devenir PDG de cette entreprise qui emploie 23 000 personnes. Et on lui a dit, vous avez un mandat... Ça va y aller par là au début parce qu'il faut juste comme augmenter la production d'Hydro-Québec de 50 % d'ici 2035. Êtes-vous capable de faire ça? Elle a rencontré ses employés cet été puis elle leur a dit, écoutez, l'objectif est inatteignable à moins que vous preniez des risques, à moins que vous pensiez en dehors de la boîte, en dehors des lignes. Venez me voir si vous avez des initiatives, si vous avez des idées. Je reçois toutes les bonnes idées. Je veux des employés déraisonnables. Moi, j'avais lu ça puis je m'étais dit, mais quelle femme! Mais c'est un discours de PME. De petites entreprises qui commencent ou d'entreprises moyennes, là, mais je veux dire, qui veut, je sais pas, une entreprise privée qui veut innover, qui veut faire de l'argent. Fait que c'est super d'entendre ça de notre société d'État. C'est parce que tu te dis souvent que dans des organisations comme ça avance à pied d'éléphant, qu'il n'y a pas d'éléphant, qu'il n'y a rien qui avance, que si quelqu'un a une bonne idée, le processus, puis passer à travers... va-t'en en arrière, toi, on y a déjà passé. Puis là, elle arrive, puis elle dit, non, regarde, je veux dire, je vous le dis la vérité, le mandat qu'on m'a donné est inatteignable, à moins qu'on soit tous, ça vous tente-tu? Tu sais, l'histoire d'Hydro-Québec, c'est une histoire merveilleuse. Les barrages de la Manicouagan, dans les années 60, quand on a rêvé, on était la fierté du monde entier. Il y avait du monde qui venait et disait, mais ils sont fous, ces Québécois. Ils construisent des barrages dans le fin fond de la forêt. Ils se sont entendus avec les Autochtones sur un partage de la richesse. Bon, c'est pas parfait, mais bon, on va y revenir. C'est même pas un pays. Pourquoi ils font ça? Parce que les gens étaient fiers. Puis quand tu lis les mémoires des travailleurs des premiers barrages de la Manic,
Juste la chanson La Manique de Georges Dor, où il écrit à sa blonde, puis il dit « Je m'ennuie de toi, t'es la femme de ma vie, mais il faut que tu saches que je suis en train de faire quelque chose de beau. Si ça peut te rassurer. » Ça, on l'a perdu parce qu'on a créé des travailleurs et seulement des travailleurs. Puis les gens, je les comprends de ne pas s'affirmer, de ne pas se retrouver dans n'importe quoi. Hein, c'est pas tout ce qui transcende n'importe quoi dans la vie. Mais là, si on peut redonner le goût aux gens de rêver et de faire quelque chose de magnifique, bien, ça va prendre du monde de même. Je suis merveilleux. Je suis vraiment content que ça existe. Autre bonne nouvelle. Ça, tu sais, il y a un petit truc. Moi, j'ai le piton collé sur une affaire, là. C'est le télétravail depuis quelques années. L'autre jour, je me suis chicané avec un ami dans un restaurant, puis il m'a dit, on dirait que tu essaies juste d'avoir du style. Tu sais, pourquoi tu défends l'importance du présentiel? Puis je dis, non, c'est pas une question. C'est un petit peu une question de style aussi. Il faut se distinguer. Mais je suis convaincu que le télétravail est un poison. Et des jeunes, en début de carrière, c'est éprouvé ça aussi par des études, décident de choisir, ils choisissent le présentiel. Donc, de plus en plus, on engage dans les entreprises, puis on dit aux jeunes, vous pouvez rester à la maison. Puis ils disent, moi, je préférerais être en présentiel. Pourquoi, d'après toi? Ben, j'imagine qu'ils veulent rencontrer des gens, ils ont envie de faire du social, ils ont envie de tisser des liens professionnels, de se créer un cercle de contact. Quand on commence notre carrière, on veut rencontrer des gens, serrer des mains, se présenter, se faire valoir. Après ça, tu sais, rencontrer des nouvelles personnes, peut-être faire des rencontres amoureuses même. J'imagine que, bon, c'est pas tous les jeunes qui pensent à ça directement, mais c'est parce que je fais le lien avec les jeunes qui font plus l'amour, qui rencontrent plus, qui sortent plus dans les bars. Aller en présentiel au travail, c'est bien la dernière maudite place où tu peux rencontrer des gens après l'école. 10 sur 10, Cybèle Olivier, t'as tout exact. J'ajouterais juste une petite affaire pour le point bonus, c'est que c'est plus facile d'avoir une promotion quand tu te présentes sur ton lieu de travail. Et les jeunes, ils disent... Les fins finaux. Ben oui, je démarre dans une entreprise, j'ai 22 ans, mes cadres, ils ont 45, 50, 60 ans, ils s'en vont, bon, celui de 60 ans s'en va bientôt à la retraite, ils vont prendre qui? Ils vont-tu prendre le gars qu'ils n'ont jamais rencontré? Ben non. Le gars qui croise une fois de temps en temps au party de bureau, s'il y en a un? Puis maintenant, en plus, c'est un élément distinctif. Tu sais, si tous nos pères qui sont plus vieux que nous sont tannés, veulent aller rester chez eux, ne veulent plus nécessairement se démarquer comme ça, ben là, toi, tu te démarques, t'es la personne qui est là. C'est absolument ça. Autre bonne nouvelle. La Tulipe, oui. La fameuse salle de spectacle, La Tulipe, peut recommencer à faire du bruit, à trancher la cour supérieure. Alors, on se rappelle ce qui s'était passé. C'est une salle mythique présente à Montréal depuis des décennies. Et il y avait eu quelqu'un qui avait acheté à côté, un voisin, donc, qui arrive un peu plus tard que la Tulipe. Hein. Il y a des gens qui se trouvent plus importants que leur espace et leur environnement. Ça, c'est un grand mal de notre époque aussi. Et donc, le voisin s'installe, réalise qu'au départ, c'est un bail commercial. Là, il finit par s'installer là, donc ça devient son logis. Et là, il se rend compte que la nuit, c'est un peu plus compliqué que prévu de se coucher à 9h30, 10h. Moi, je le comprends, là, à la limite. C'est sûr que c'est frustrant. Ouais, quand tu as du bruit autour... Non, attends, mais c'est frustrant d'essayer de dormir puis de réaliser que ça va pas être possible. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'au lieu de dire, je vais m'en aller, parce que je suis pas plus important que la salle. Il y a des milliers de personnes qui viennent dans cette salle-là par année. C'est sûr que, je pense que je devrais m'incliner. Lui, il a décidé d'amener le tout devant les tribunaux et il a gagné la première manche. Ouais. La salle, il a fallu qu'elle ferme parce qu'elle devait s'engager à ne plus faire de bruit. Donc, elle a dit non, c'est trop compliqué, on ferme. Et là, il y a eu évidemment, ça c'était la bonne nouvelle, des gens qui se sont rassemblés devant la salle, qui ont décidé de faire du bruit, qui ont dit ça n'a pas d'allure. Là. Okay, on comprend là, que vivre, on aime le confort, on est dans une société confortable, mais là, ça va faire. C'est les arts. Et finalement, ils ont gagné. Ils ont gagné. Donc, la salle a pu rouvrir, a pu recommencer à faire des spectacles. Comme quoi, mes chers amis, il arrive des belles affaires quand on choisit de les regarder en face. C'est un choix de décider si on est optimiste ou pessimiste dans la vie. Si j'ai une résolution pour vous, pour 2026, faites au moins ce choix-là de voir du positif une fois de temps en temps.